Bonjour à tous. Je vous propose tout d'abord qu'on se présente tous les deux. Je vais laisser la parole à Valérie pour se présenter en premier. Et puis après, je lancerai la présentation. Oui, bonjour à tous. Donc Valérie Gittenet, je suis responsable des activités de banque de détail, retail banking, au sein de Capgemini Invent, la branche conseil de Capgemini. Et Stéphane Dalifard, moi aussi donc chez Capgemini Invent, et je suis en charge des activités pour le secteur bancaire. Tu veux... Alors, on est très heureux ce matin de vous présenter l'enquête annuelle que mène InBank autour des Français et de leurs banques. D'autant plus cette année 2021, puisque, comme l'a souligné Stéphane en introduction, c'est finalement la première enquête qui va être faite dans le monde, en croisant un peu les doigts, qu'on peut dire post-Covid, en tout cas après une longue période de confinement. L'idée, là, c'est en une vingtaine de minutes de vous en présenter les principales conclusions. Donc, c'est une enquête qui a été menée tout récemment, au mois de juin. Et ce matin, on va dire que vous avez la chance de pouvoir en partager en avant-première les principales conclusions. Enquête qui a été menée auprès donc, de 1077 Français, représentatifs de la population française, mais ce que l'on appelle aussi de la population connectée, car l'enquête pose pas mal de questions autour des usages numériques. Et enfin, une innovation, une nouveauté cette année, on a souhaité ajouter dans l'enquête des questions autour des sujets, autour de l'impact positif et ce qu'on appelle plus globalement la banque responsable. Donc sans plus attendre, je vous propose de partager tous ensemble ce matin les principales conclusions de cette enquête. Donc, le premier message qu'on veut partager avec vous, cette enquête, c'est une enquête qui est faite depuis de nombreuses années et souvent qui vise aussi à étudier les tendances entre les banques traditionnelles et les banques en ligne, un peu ce qu'on peut appeler le match entre les banques traditionnelles et les banques en ligne. Donc, premier enseignement que l'on peut tirer, un enseignement assez général, c'est que les Français, dans leur très écrasante majorité, restent largement attachés au modèle de la banque à réseau, de la banque traditionnelle, pour leur compte principal, puisque 92% des personnes qui ont été interrogées dans cette étude ont un compte principal dans une banque à réseau, banque traditionnelle. Ça veut dire aussi que 8% des Français ont quand même leur compte principal dans une banque en ligne. Et on peut aussi considérer ce chiffre comme un chiffre intéressant car c'est un chiffre qui est en croissance. Alors certes en croissance lente, on pourrait dire, mais régulière puisque c'est une croissance de plus 3 points par rapport à 2017. Un peu moins de la moitié des Français sont multibancarisés. Et parmi ces Français multibancarisés, environ 25% possèdent un compte dans une banque en ligne. Donc si on compte compte secondaire, compte principal, on peut retenir quand même un chiffre qui nous paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 20% des Français, un Français sur 5, possède donc un compte dans une banque en ligne. Et enfin, sur ce panorama très macroscopique, on constate via l'étude qu'une banque en ligne se détache très largement en 2021, c'est Boursorama Bank. Boursorama Bank qui est cité par 7% des personnes qui ont été interrogées par l'étude ont un compte chez Boursorama Bank. Et le deuxième est assez loin derrière, c'est ING qui n'est cité que par 3% des personnes interrogées. Et enfin, dernier élément qui me paraît intéressant, on entend quand même beaucoup parler ces dernières années des néobanques, et notamment pour le monde de la banque de détail et des particuliers de N26 ou de Revolut. N26 n'est cité que par 1% des personnes interrogées et Revolut n'apparaît pas dans l'étude. Donc voilà pour cette première introduction. Je donne la parole à Valérie pour rentrer un peu plus dans le détail. Merci Stéphane. Je vais maintenant vous parler de l'évolution de la relation client. Alors, une relation client avec sa banque qui se transforme depuis plusieurs années maintenant, mais on va voir dans cette étude une nette accélération de cette transformation, notamment au profit des contacts digitaux, mais aussi avec la confirmation de l'importance de l'humain. Le premier volet que je vais vous restituer, c'est la relation à l'agence. Parmi les clients interrogés,
on note le déclin de la fréquentation de l'agence et une accélération de ce déclin dans cette période Covid que nous venons de vivre. Effectivement, aujourd'hui, on a 23% des clients interrogés qui disent ne jamais aller dans leur agence bancaire. Et une nette accélération de ce mouvement, puisque c'est une croissance de 8 points par rapport à 2020. Alors effectivement, le Covid a nettement diminué les rencontres physiques en agence, mais on voit que c'était une tendance déjà amorcée et qui se poursuit post-Covid. Alors, au profit de quel type de relation ? Eh bien, en fait, on note un développement des contacts digitaux, déjà principalement des contacts téléphoniques et des contacts par les messageries, que ce soit les messageries instantanées, que ce soit les messageries sécurisées. Et du coup, on a 30% des clients interrogés qui ont des contacts réguliers avec leurs conseillers par ces canaux distants, téléphone et mail notamment. Alors, si on parle de relations digitales avec sa banque, on a aussi un effet générationnel qui est remarquable dans cette étude. On a donc une multiplication aujourd'hui des canaux digitaux qui s'offrent aux clients pour dialoguer, échanger avec son banquier. Les clients nous disent aujourd'hui qu'ils ont déjà, par exemple, utilisé des médias tels les chatbots, tels les SVI vocaux, aussi la visioconférence. Et cet effet est encore plus fort sur les jeunes générations. Par exemple, on a plus de 11% des moins de 35 ans qui ont déjà et qui utilisent des chatbots. Par contre, chez les plus de 55 ans, on les voit nettement en retrait sur leur volonté, par exemple, d'utiliser la visioconférence par rapport aux jeunes. Voilà, mais toutefois, alors on note aussi des nouveaux médias tels les réseaux sociaux qui commencent à être utilisés notamment par les jeunes générations, utilisés notamment pour de la recherche d'informations, aussi très souvent pour poster des avis, voire des réclamations sur leur banque. Par contre, un enseignement important, c'est que la majorité des clients interrogés pensent qu'il est toutefois très improbable qu'ils aient dans le futur une relation bancaire via les réseaux sociaux. Donc oui, pour les utiliser pour de l'information ou pour des avis, mais non pour une relation bancaire dans la durée. Alors, puisqu'on parle de relation bancaire, quel rôle pour le conseiller ? Eh bien, l'enseignement majeur de l'étude, c'est que le conseiller reste le pilier de la relation. 87% des clients interrogés de banques à réseau ont un conseiller attitré aujourd'hui. Et, élément marquant de cette étude, de plus en plus de clients des banques digitales disent aussi avoir un conseiller référent. On a donc une forte croissance de la part des banques digitales de la proposition à leurs clients d'une relation avec un conseiller et un conseiller qui est référent dans la durée. 33% actuellement par rapport à seulement 13% en 2015 des clients de banques digitales qui avaient un conseiller attitré. Toutefois, élément marquant aussi, même si on voit que le conseiller reste le pilier de la relation, finalement, les contacts avec le conseiller sont peu fréquents et je dirais même de moins en moins fréquents. Donc, une sorte de contradiction, une demande de conseiller de l'humain, mais de moins en moins de contacts parce que aussi de plus en plus d'opérations effectuées en self-care sur le digital. Alors, si les contacts sont de moins en moins fréquents, pourquoi nos clients souhaitent-ils avoir un conseiller ? Quel rôle donne-t-il au conseiller ? Eh bien, pas de surprise en fait. Le conseiller est plébiscité pour les opérations à valeur et d'autant plus plébiscité qu'on est sur des clients avec des revenus supérieurs. Donc, autant nos clients sont prêts à effectuer des opérations simples sur les canaux digitaux, mais par contre, ont besoin de l'humain, ont besoin de conseils et ont besoin de réassurance sur des moments particuliers, sur des opérations complexes et sur des opérations financières impliquantes.
Enfin, un élément aussi marquant, quand on pose la question de la capacité de l'intelligence artificielle à se substituer finalement aux conseillers, eh bien, de moins en moins finalement de clients nous disent qu'ils pensent que l'intelligence artificielle est capable de remplacer un conseiller bancaire. Finalement, 38% parmi les jeunes, moins de 35 ans, pensent que l'intelligence artificielle peut se substituer partiellement aux conseillers. Alors que quand on posait la même question en 2019, on avait environ 50% de cette clientèle qui pensait que l'intelligence artificielle pouvait se substituer. Voilà, donc est-ce un effet de mode? Est-ce un effet Covid? À suivre dans, je dirais, l'enquête de l'année prochaine. Alors, on a parlé de la relation client, on a parlé de l'humain. Parlons maintenant de la satisfaction. Est-ce que les clients de nos banques sont satisfaits de leur relation? Eh bien oui, en fait, on a une tendance très positive sur la satisfaction client. Et on note notamment, en fait, le point principal qui est plébiscité par les clients sur l'augmentation de la satisfaction est l'amélioration des parcours clients et notamment des parcours digitaux. Donc, beaucoup de clients nous citent de réels progrès dans les parcours digitaux, la dématérialisation, la signature électronique, la capacité à dérouler des processus de bout en bout par messagerie et à distance. Et donc, finalement, l'expérience client digitale n'est plus vraiment indifférenciant des banques digitales, puisque les banques de proximité ont fait un net progrès sur ce sujet. Et si je vais sur l'insatisfaction client, alors elle est toujours relativement importante finalement dans l'agence, et notamment en ce qui concerne l'accueil et l'accès aux conseillers dans l'agence. On a parlé qualité de la relation, maintenant parlons prix. Est-ce que les clients bancaires sont prêts à payer plus pour plus de services ou à l'inverse souhaitent payer moins, quitte à faire des compromis? Eh bien finalement, en conclusion de cette étude, on voit que l'ajustement du prix ne doit pas se faire au détriment finalement de la qualité de service. Beaucoup de clients, plus d'un tiers en fait, nous disent être prêts à payer plus ou à changer de banque pour avoir une offre avec, par exemple, plus de services, c'est-à-dire un accès peut-être plus rapide au centre de contact téléphonique ou avec des horaires élargis, ou encore un accès à plus d'expertise. Et à l'inverse, finalement, peu de clients, moins de 20%, souhaitent payer moins, quitte à faire des compromis et à ne plus avoir de réseau et d'agences bancaires. Par contre, 40% des clients sont en effet prêts à payer moins pour faire des opérations simples en self-care. Voilà. Mais on voit un rapport au prix où finalement la qualité de service reste importante et va être clé dans le choix de sa banque et de son type de banque. J'en ai fini avec la relation client et je repasse la parole à Stéphane pour vous parler maintenant de la vision de la banque de demain. Merci Valérie. Donc oui, faisons un peu de prospective pour conclure cette restitution. Alors on a dit que la banque de demain devait être innovante, partenaire de confiance et responsable. On va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense que ces éléments vont, à mon avis, conforter pas mal de personnes dans la salle parce qu'on sait que beaucoup de banques aujourd'hui réfléchissent à des stratégies de diversification. On sait que le modèle de banque de détail est un modèle, je dirais, un peu en difficulté avec cette période de taux bas qui pèse beaucoup sur les marges. Et beaucoup de banques se posent des questions sur quel nouveau service ou quel finalement moyen de trouver des nouvelles sources de revenus. Eh bien, on a posé la question aux Français, non pas de savoir comment les banques peuvent gagner plus d'argent, mais si elles étaient intéressées pour des services qui vont au-delà de la banque. Et clairement, l'enquête montre que les Français y montrent une appétence certaine. Vous voyez un certain nombre de thèmes, mais globalement, à chaque fois, plus de la moitié des Français interrogés par l'étude disent non seulement qu'ils sont intéressés par un ensemble de services que la banque pourrait proposer sur certains univers, mais également, en plus, que la banque est considérée comme tout à fait légitime
pour proposer ces services aux Français. Alors les principaux univers de services plébiscités, je pense que c'est des choses assez classiques finalement, hein. C'est d'abord tous les sujets autour de l'immobilier. Et donc là, on a posé des questions sur des services qui vont bien au-delà forcément du crédit immobilier, mais aussi au-delà de l'assurance habitation. Et donc les Français, vous voyez les chiffres, hein, à plus de 60% sont intéressés si la banque pouvait leur proposer un ensemble d'univers de services qui, pour résumer, les aiderait à mieux se loger, que ce soit pour les aider à acheter ou à vendre leurs biens, pour trouver les partenaires pour faire les travaux, pour pouvoir les aider à faire les déménagements, pour les formalités administratives. Le deuxième thème qui est plébiscité, alors il a été résumé comme ça, c'est le thème du décès, mais effectivement, il y a tout un univers sur lequel les Français peuvent être intéressés par des offres que pourrait leur proposer leur banque autour de la gestion des obsèques. Donc forcément, vous êtes déjà fortement impliqué dans la gestion de la succession, mais sur un périmètre qui est bien plus large que les sujets de transfert de comptes. Le troisième univers, c'est l'automobile. Là aussi, on peut comprendre la certaine légitimité et la logique par rapport à un univers sur lequel, finalement, les banquiers sont assez présents, au moins sur le financement des véhicules. La dépendance. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut le relier aussi un peu au premier sujet sur l'immobilier. La dépendance voulant souvent dire comment aider les personnes âgées soit à mieux vivre à domicile, rester plus longtemps à domicile. Donc ça a des impacts aussi sur la maison connectée, la maison intelligente, ou justement comment les aider à trouver un logement adapté pour leurs vieux jours. Et on retombe aussi sur les sujets d'achat, vente d'immobilier. Voilà, et puis j'y reviendrai juste après, une appétence aussi pour les sujets autour de l'énergie, de l'environnement, la santé et l'éducation. Autre point que l'on veut faire ressortir ce matin, c'est au-delà de l'appétence et de la légitimité, c'est aussi les Français pensent en tout cas que leur point d'entrée le plus légitime pour leur proposer ces services reste bien le conseiller en agence, ou en tout cas leur conseiller attitré. Et on retombe sur les questionnements autour de l'humain. Et se pose d'ailleurs aussi des questions sur la capacité d'un conseiller qui, aujourd'hui déjà, a un ensemble d'offres et de services, si on se concentre sur le périmètre banque et assurance, déjà très vaste à proposer à ses clients. Donc se pose la question de savoir comment ce conseiller pourrait aussi proposer tous ces services additionnels. Néanmoins, l'enquête montre que les Français sont aussi tout à fait ouverts à ce que leurs conseillers ou leurs banques les mettent en relation avec des professionnels, et notamment par les canaux digitaux. Et donc on retombe sur tous les sujets de plateformes de services digitales sur ces univers. Et enfin, dans ces éléments un peu de prospective, comme je le disais en introduction, on a interrogé les Français sur, on va dire, leur appétence ou leur intérêt pour l'épargne responsable, ou globalement pour la banque responsable. Donc tout d'abord sur l'épargne responsable, je pense que le chiffre intéressant à retenir, hein, c'est que 23% des clients interrogés qui ont de l'épargne ont dit que la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique sont bien une dimension importante dans leur choix d'épargnant. Et si on rajoute les 38% de clients qui disent que oui, ça intervient un peu ou à la marge dans mes choix d'épargne, on est donc à 61% quand même des clients qui, quelque part, ont une conscience de ce critère autour de on va dire, la lutte contre le réchauffement dans leur choix d'épargne. Néanmoins, on le voit bien, et je pense que vous le constatez, il y a encore un gros travail de pédagogie à faire, puisque l'étude montre que 70% des clients interrogés qui ont de l'épargne soulignent aussi qu'il manque aujourd'hui cruellement d'informations sur cette épargne responsable. Et pourtant, dernier chiffre à citer, 36% sont d'accord pour sacrifier un peu de rendement financier s'ils avaient la certitude que leur épargne va favoriser des projets en faveur de l'environnement. Alors là, on a posé beaucoup de questions sur l'environnement, mais on est sur tous les sujets RSE, et c'est aussi l'environnement et des sujets, par exemple, plus sociétaux. Enfin, dernier élément qu'on voulait souligner sur ce volet-là, au-delà de l'épargne responsable,
L'enquête pose quelques questions aussi sur des services qu'on peut considérer comme responsables, notamment par exemple un service qui peut être proposé aux clients pour les aider à calculer leur empreinte carbone en lien avec leurs achats et leurs dépenses. Et bien là aussi, on montre une impétence certaine pour les Français pour ces sujets-là, et avec une différence générationnelle très marquée, puisqu'on a 35% des moins de 35 ans qui se disent très intéressés pour utiliser ces services-là, contre seulement 13% des plus de 50 ans. Voilà, on arrive au bout de cette restitution synthétique qu'on voulait vous faire ce matin. Si on devait conclure, ou si le message clé qu'on voulait partager avec vous, s'il y avait un message clé qu'on voulait partager avec vous, c'est premièrement, dans ce monde, on va dire, post-Covid, après 1 an et demi où les clients, finalement, de façon forcée, ont peut-être pas pu aller en agence bancaire comme ils le faisaient avant, eh bien, on constate une convergence des modèles traditionnels et des modèles digitaux, que ce soit les banques en ligne qui, de plus en plus, donnent des conseillers attitrés à leurs clients, ou les banques traditionnelles qui, comme le souligne l'étude, a fait des efforts importants ces dernières années pour améliorer l'expérience client et proposer plus de services digitaux. Clairement, je pense qu'on peut retenir que les banques traditionnelles ont prouvé leur résilience pendant cette période-là, et elles ont encore de beaux jours devant elles, à condition qu'elles continuent à se transformer, à s'adapter aux nouveaux comportements des clients, à continuer à proposer des services digitaux et aussi potentiellement, comme on l'a vu, à imaginer ou aller conquérir des nouveaux territoires en dehors du métier stricto sensu de la banque et de l'assurance. Alors les banques en ligne demain, nous on pense que les banques en ligne, c'est un modèle qui aujourd'hui est bien établi, connu par les Français, qui aussi pendant cette période de Covid a fait preuve de sa résistance et a gagné la confiance des clients, sans pour autant atteindre ou créer le raz-de-marée que certains pouvaient annoncer il y a une dizaine d'années. Et clairement aujourd'hui c'est un modèle, les banques en ligne, qui n'a pas encore fait la preuve de sa rentabilité. Et on peut quand même imaginer dans les mois ou les années à venir une certaine consolidation du secteur, ne serait-ce qu'avec, par exemple, les annonces que l'on peut voir dans les journaux aujourd'hui. Enfin, ce sera la conclusion, dans les deux camps, si on peut opposer les deux camps, clairement, il faut continuer à être proche des innovations, et notamment, et on le voit, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour de tous nos clients banques, autour des sujets de finances responsables et durables.